Le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort musculaire. Nous allons essayer de comprendre dans cette activité le mouvement et sa commande. Comment est-ce qu'un mouvement peut être commandé? Alors, nous savons bien que le système nerveux va intervenir, mais nous allons essayer de comprendre dans quel contexte justement ce système nerveux intervient. Le mouvement et sa commande, qu'est-ce que cela veut dire? Nous allons nous poser le problème suivant: comment l'organisme réalise-t-il et commande-t-il un mouvement? Donc vous faites un mouvement, par exemple vous saisissez un objet. Est-ce que c'est le bras qui fait ça tout seul, ou est-ce qu'au contraire le cerveau est en relation et va faire une commande? Alors le cerveau, la moelle épinière, comment ça va se passer? Donc nous allons essayer de comprendre à travers l'étude des documents. Alors commençons justement par étudier les documents. Nous allons dans un premier temps donc identifier les organes mis en jeu dans la réalisation d'un mouvement, avant un petit peu plus tard de comprendre comment la réalisation d'un mouvement est commandée. Donc commençons par identifier ces organes qui sont mis en jeu dans la réalisation d'un mouvement. Vous avez accès aux documents, et bien sûr ces documents, vous allez avoir le document numéro 1. Alors nous voyons une personne qui est soulevée par d'autres personnes. Alors cette personne, c'est un rugbyman. Donc un rugbyman sur une phase de touche. Alors sur une phase de touche, le joueur qui est soulevé par les autres doit se saisir du ballon et il doit rapprocher le ballon près de son corps. Puis, donc il doit rapprocher le ballon près de son corps, et vous imaginez bien que le bras qui est tendu va faire ce que l'on appelle une flexion. Mais pourquoi est-ce que cet homme fait une flexion? Donc nous allons résoudre le problème tout à l'heure. Regardons le problème d'une autre façon en étudiant le document numéro 2 qui montre une coupe anatomique d'un bras. Un bras, donc un membre en extension, et un membre en flexion. Alors, avant de commencer, donc quelques mots à comprendre. Lésion. Vous devez comprendre ce que c'est qu'une lésion. Eh bien, nous verrons dans ces documents qu'une lésion, c'est une modification anormale d'un organe. Ça peut être une coupure, par exemple, ou tout autre problème en relation avec une coupure. Un message nerveux. Vous allez devoir comprendre ce que ça veut dire tout à l'heure. Donc, on verra que ce sont des signaux électriques qui se propagent le long d'un nerf et qui va véhiculer une information. Alors, l'information peut être sensitive ou motrice. Un nerf, c'est quoi un nerf? Eh bien, c'est une espèce de cordon qui va relier un système nerveux à un organe, par exemple à un muscle. Un tendon, c'est une partie terminale d'un muscle qui va s'attacher à un os. Alors, ne pas confondre les ligaments avec les tendons. Un ligament relie un muscle à un os, tandis que les tendons relient des os entre eux. Donc si on a une tendinite, ça veut dire qu'on a un problème avec un tendon, par exemple, qui subira une inflammation suite à un effort musculaire trop important. Bon. Alors commençons par regarder quels sont les organes qui interviennent dans le mouvement d'extension et de flexion du membre que nous allons étudier tout à l'heure. Et là, on parle du membre supérieur, c'est-à-dire le bras, quoi. Un seul muscle a été représenté, il s'agit d'un biceps. Alors le biceps, vous voyez où il se situe. Donc vous avez un os du bras. Voilà, vous avez les os de l'avant-bras, vous avez la main, les os de la main. Et puis on vous représente sur ce document numéro 2 un muscle et un tendon. Le tendon de ce muscle, parce que chaque muscle a ses deux tendons, aux deux extrémités en fait. Bon, donc là on voit le muscle, le biceps qui est relâché. Vous apercevez le tendon, donc qui relie le muscle à l'os, mouvement d'extension, ça veut dire vous étirez le bras, vous tendez le bras de manière à ce qu'il soit droit par exemple. Et lorsque vous faites une flexion, lorsque par exemple dans le document numéro 1, notre rugbyman a attrapé le ballon pour le ramener vers son corps, eh bien, vous voyez que le biceps est contracté. Ça veut dire qu'un muscle
au cours d'un mouvement de flexion, va se contracter. Et comme le tendon est fixé également d'un côté sur les muscles de l'avant-bras, eh bien ça veut dire que lorsque vous allez contracter le biceps, le muscle, en fait, eh bien ça veut dire que l'avant-bras va venir sur le bras. Ça veut dire que les os de l'avant-bras vont se rapprocher des os du bras. Voilà. Donc, un tendon fixé sur un os, deux tendons évidemment, puisque chaque muscle possède deux tendons pour les deux extrémités, donc les deux fixations. Et bien, lorsque le muscle est relâché, l'avant-bras s'éloigne du bras, et lorsque le muscle est contracté, l'avant-bras se rapproche du bras. Bon, donc là vous avez compris les documents 1 et 2. Alors, ensuite, passons au document numéro 3. Là, vous allez essayer de comprendre que la réalisation d'un mouvement est commandée. Commandée comment? C'est ce que nous allons découvrir. Eh bien, dans le document numéro 3, nous voyons des zones actives en surface du cerveau. Une technique d'imagerie médicale permet d'observer des zones cérébrales actives lors de différentes tâches. Quelles tâches? Par exemple, écrire, regarder, écouter. Lorsqu'un individu observe un objet, une zone à l'arrière du cerveau va s'activer. C'est ce que l'on appelle l'aire visuelle. Une aire, c'est une petite surface. Aire, A-I-R-E, évidemment. Donc cette zone va communiquer avec une autre zone, plus en avant, qui, lorsqu'elle s'active, déclenche un mouvement. C'est ce que l'on appelle l'aire cérébrale motrice. Donc si vous regardez bien sur les deux images, les deux cerveaux qui sont représentés, mais en fait c'est le même cerveau, mais à des instants différents, eh bien vous voyez que lorsque les yeux sont ouverts et immobiles, vous avez l'aire visuelle qui est activée. Donc ça veut dire que quelque chose se passe au niveau du cerveau. Et lorsque les yeux sont ouverts et que la main ou le bras est en mouvement, eh bien on voit qu'une autre zone s'active en plus de la zone visuelle. Eh bien cette zone, c'est une zone motrice. Ça veut dire que lorsque le rugbyman a vu le ballon, il l'a attrapé, mais il l'a vu d'abord. Donc ça veut dire qu'il a mis en relation une autre zone par rapport à cette aire visuelle qui sera une aire motrice. Et motrice, ça veut dire que c'est moteur, donc ça veut dire que ça va permettre au muscle de faire quelque chose. Et ce quelque chose, eh bien, c'est simplement le biceps qui s'est contracté pour rapprocher l'avant-bras du bras et donc rapprocher le ballon du corps. Donc ça veut dire qu'en gros, le rugbyman, il a attrapé tout simplement le ballon. Bon, donc là, nous commençons à mieux comprendre en quoi la réalisation d'un mouvement est commandée. Elle est commandée simplement par le cerveau. Suite à la vue de quelque chose, le cerveau peut élaborer une commande. Dans le document numéro 4, nous allons essayer de comprendre en quoi des accidents peuvent nous permettre de comprendre des choses. Ça veut dire quoi ce que je viens de dire? Vous allez mieux comprendre tout à l'heure. Dans le document 4, donc, on a deux accidents et leurs conséquences sur le mouvement. Deux accidents au niveau de quelque chose situé dans le système nerveux. Ce quelque chose, c'est quoi? Eh bien, système nerveux, c'est quoi en fait? Système nerveux, on parle souvent de système nerveux cérébro-spinal. Cérébro, ça veut dire en relation avec le cerveau, et spinal, ça veut dire en relation avec la moelle épinière. Donc, si on regarde le système nerveux cérébro-spinal, on a donc le cerveau, la moelle épinière, mais pour relier tous les organes du corps au système nerveux, il nous faut des nerfs également. Donc on a dit deux accidents et leurs conséquences sur le mouvement, des lésions des nerfs, donc lorsqu'on abîme un nerf, lorsqu'on le coupe, lorsqu'il se trouve abîmé, donc lésions des nerfs ou de la moelle épinière, sont suivies de pertes de mobilité alors que le cerveau présente une activité normale. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire si par exemple, imaginons que vous avez le système nerveux.
Dans le système nerveux, vous avez les centres nerveux que sont le cerveau et la moelle épinière, et les nerfs. Donc si vous faites une section d'un nerf qui relie la moelle épinière pas très loin du cerveau au muscle, au biceps. Donc on sectionne simplement quelque chose que l'on appelle un nerf, on le coupe. Eh bien, on s'aperçoit que la personne ne peut plus faire de mouvement avec le bras. Alors si la section se fait à gauche, par exemple, bien l'homme ne pourra plus utiliser, par exemple, son biceps gauche. Le biceps droit continue à fonctionner de manière tout à fait normale, puisque le nerf correspondant à ce muscle n'a pas été sectionné. Donc voilà, premier cas, si on coupe un nerf, la conséquence c'est qu'il ne se passe rien. Enfin, je veux dire au niveau musculaire, au niveau de la motricité. Par contre, au niveau du cerveau, ça ne change rien. La personne, imaginons qu'il y a un nerf coupé, imaginons que cette personne voit le ballon, le rugbyman voit le ballon, il veut attraper ce ballon, donc ça veut dire que la zone cérébrale visuelle va se mettre à fonctionner, et la zone motrice qui devrait faire que le biceps se contracte, eh bien, va fonctionner également, mais la transmission du message nerveux du cerveau de côté moteur vers le bras est impossible, vers le muscle est impossible. Donc ça veut dire que le bras ne pourra pas se contracter. Enfin, le muscle, en tout cas, le biceps ne pourra pas se contracter. Donc le mouvement sera impossible. Deuxième cas, on fait une section de la moelle épinière, par exemple au niveau des vertèbres lombaires. Lombaire, c'est dans le bas du dos à l'arrière. Eh bien, on s'aperçoit que la personne est dans l'impossibilité de bouger les membres inférieurs. Ça veut dire que la personne est paralysée et doit être dans une chaise pour handicapés. Donc voilà, on voit que si on fait des sections au niveau du système nerveux, soit au niveau des nerfs, soit au niveau de la moelle épinière, eh bien on imagine bien que les mouvements ne peuvent plus se faire. Certains mouvements ne peuvent plus se faire. Alors des lésions peuvent survenir également dans le cerveau, et dans ce cas-là, on peut avoir différentes atteintes dont nous ne parlerons pas aujourd'hui. Alors on a dit, il y a un lien entre le nerf et le muscle. Quel est ce lien? C'est ce que nous allons essayer de voir dans le document numéro 5. On a l'extrémité d'un nerf que l'on représente dans un muscle. Qu'est-ce que l'on voit? Donc sur une coupe, on voit du muscle et on voit un nerf et on voit au microscope optique donc des espèces d'arborisation qui viennent se fixer sur le muscle. Donc l'extrémité d'un nerf dans un muscle, donc au sein d'un système nerveux, des messages nerveux se propagent. Alors je vous ai dit, ils peuvent être sensitifs ou moteurs. Sensitifs lorsqu'ils vont d'un organe des sens vers un centre nerveux et moteurs lorsqu'ils vont du centre nerveux vers un organe des sens. Donc lorsque l'aire cérébrale motrice est active, les messages nerveux moteurs se propagent depuis l'aire cérébrale vers la moelle épinière, puis le long des nerfs. Donc ça veut dire que des nerfs vont partir également de la moelle épinière pour aller communiquer avec les muscles, et l'arrivée d'un message nerveux au niveau de ce muscle, donc message nerveux moteur, va provoquer la contraction de ce muscle et donc le mouvement. Donc là on comprend bien que si on revient au document numéro 1, lorsque le rugbyman a été soulevé par ses partenaires, eh bien il a vu le ballon, il a tendu le bras pour l'attraper et ensuite il a rapproché ce ballon de son bras, de son corps. Donc ça veut dire qu'il y a eu un mouvement d'extension d'abord, puis un mouvement de flexion au niveau duquel il y a eu une contraction du biceps commandée par le cerveau en fait, qui a envoyé en quelque sorte un message moteur pour que ce biceps se contracte et que l'homme puisse attraper le ballon, donc faire un mouvement. Bon, voilà, donc nous avons vu l'essentiel au niveau de l'étude des documents. Donc nous avons vu comment l'organisme réalise et commande un mouvement. Maintenant essayons de nous spécialiser un petit peu dans les explications. Alors
on est toujours dans le fonctionnement de l'organisme lors d'un effort musculaire. On est toujours dans l'activité correspondant au mouvement et à la commande du mouvement. Donc il faut d'abord qu'il y ait une commande avant qu'il y ait un mouvement. Alors, nous avons vu qu'il y a des éléments qui permettent de réaliser un mouvement corporel. Par exemple, en éducation physique et sportive, vous connaissez tous, je pense, le rôle des muscles, des tendons et des os pour la production de mouvements, et des mouvements que vous avez mis en évidence de différentes façons. Donc, tout comme les bénéfices de l'activité physique sur l'organisme. Ça veut dire qu'il faut faire du sport pour être en forme. Si on a un squelette, si on a des muscles, c'est pour les utiliser. Si on ne les utilise pas, à quoi ça sert d'en avoir? Bon, c'est une petite parenthèse. Alors, dans cette activité, donc, vous avez découvert comment un mouvement est réalisé et commandé, notamment avec le document numéro 1. Vous avez pu lier le mouvement à une stimulation. Ici, par exemple, le stimulus, c'était le ballon de rugby. Et déjà, vous avez pu vous interroger sur les organes mis en jeu dans ce mouvement. Puis, vous avez pu décrire simplement le mouvement de flexion qui va permettre d'amener le ballon jusqu'au corps. Donc, alors, dans le document numéro 2, vous avez montré que nous avons montré ensemble que les organes impliqués dans le mouvement donc des organes sont impliqués dans le mouvement et qu'il y a un rôle important des muscles qui, en se contractant, va faire que le muscle va permettre le mouvement. Bon, le mouvement, ça veut dire c'est la résultante d'une contraction. Ensuite, ce mouvement qui est volontaire, on pourrait parler de mouvement involontaire également, mais ce n'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui. Ce mouvement volontaire, il est commandé. Le document numéro 3 vous a permis de comprendre que l'activité d'une zone de la surface cérébrale est suivie d'un mouvement. Alors, on a pu établir le lien entre le cerveau et le muscle. Donc c'est un lien évident dans lequel le cerveau va commander le muscle. Le document numéro 4 vous a permis de découvrir la nature de ce lien grâce à l'étude des conséquences de traumatismes graves d'un nerf et au niveau de la moelle épinière. Bon, ça veut dire que la personne peut être paralysée. Alors, si c'est une section radicale au niveau de la moelle épinière, par exemple, l'homme ou la femme sera paralysé, l'enfant. Si c'est par exemple une simple coupure au niveau d'un nerf, bon, il est possible de récupérer le mouvement, même s'il n'est pas toujours à 100%. Et enfin, dans le document numéro 5, vous avez pu découvrir l'extrémité d'un nerf dans un muscle et vous avez pu comprendre que des messages nerveux de nature électrique, entre guillemets, bon, c'est pas vraiment électrique, mais on va dire ça, sont véhiculés par les nerfs et vont stimuler la contraction. Donc si par exemple, imaginons, je vous pose quelques questions, regardez le document numéro 1 et 2. Êtes-vous capable de nommer les organes impliqués dans le mouvement et êtes-vous capable d'expliquer comment une flexion du bras est réalisée? Alors oui ou non? Donc revoyez ces documents numéro 1 et je vous donne tout de suite la correction. La correction, c'est que les organes impliqués dans la réalisation du mouvement sont les muscles et les os. La flexion des bras est possible grâce à la contraction du biceps qui, en se raccourcissant, va tirer sur les os de l'avant-bras et donc permettre, par exemple, au ballon de s'approcher du corps. Deuxième question que je vous pose, à l'aide du document numéro 3, êtes-vous capable de montrer qu'une zone cérébrale commande les mouvements? Alors je vous laisse y réfléchir et je vous donne tout de suite la correction. C'est que l'imagerie médicale nous permet de constater qu'une zone en surface du cerveau commande le mouvement. En effet, quand on compare les zones actives du cerveau entre un individu immobile et le même, mais réalisant un mouvement de la main, on constate qu'une zone du cerveau, que l'on appelle l'aire motrice, s'active. L'aire motrice va donc commander le mouvement et permettre donc au ballon de se rapprocher du corps. Si je vous pose une troisième question, à l'aide du document 4, êtes-vous capable de m'indiquer le rôle des nerfs dans la commande du mouvement? Je vous donne la réponse tout de suite. Eh bien, une section des nerfs d'un membre entraîne une perte de mobilité de celui-ci. Les nerfs permettent donc de véhiculer la commande motrice du cerveau vers les muscles. Parce que si on coupe
et que ça ne fonctionne pas, si on ne coupe pas et que ça fonctionne, ça veut bien dire que ce sont les nerfs qui sont en relation avec une commande. Mais dans les nerfs, il y a des messages nerveux qui proviennent eux, des différentes zones cérébrales. Et si je vous pose une dernière question, à l'aide des documents 4 et 5, décrire le trajet des messages nerveux moteurs depuis l'aire cérébrale motrice pour réaliser un mouvement, est-ce que vous êtes capable de décrire ce que je viens de vous dire? Alors, oui, sans doute, je vous donne la réponse. Les messages nerveux moteurs produits par le cerveau se propagent jusqu'aux muscles en passant par la moelle épinière et par les nerfs. Voilà. Donc globalement, ça veut dire que vous avez dû comprendre que le mouvement provient d'une commande, c'est une commande cérébrale. Alors le système nerveux cérébro-spinal dont je vous ai parlé tout à l'heure est en jeu entièrement. Ça veut dire qu'à la fois le cerveau, la moelle épinière et les nerfs sont en jeu. Donc là on a compris comment l'organisme réalise et commande un mouvement. Le cours est terminé. Merci.